Ça y est, les upfronts viennent de se terminer. La saison 2016-2017 des séries s'achève. Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, on a visionné pas moins de 270 pilotes, soit plus de 95% de la production francophone et anglophone. Beaucoup de très bonnes séries cette année, on va pas revenir dessus, mais également énormément de très mauvaises. Bien sûr, notre réflexion ici va se baser uniquement sur les pilotes, parce que franchement, ça nous a pas donné envie d'aller plus loin. On va essayer de catégoriser un petit peu tout cela cette année pour donner un peu plus de lisibilité. Bref, bienvenue dans le pire pilote 2016-2017. Dans la catégorie drama et policier sont nos minables, par ordre chronologique de diffusion. MacGyver, pour le viol d'une série de notre enfance. Pure Genius, pour Dr House en chiant. The Arrangement, pour ce contrat prénuptial qui me laisse encore un petit arrière-goût de vomi dans la gorge. Et le gagnant est... MacGyver pour oh mon Dieu, ils ont violé notre copain. Angus MacGyver travaille pour le DXS, Department of External Services. Avec l'aide de Jack, qui assure ses arrières, et sa petite amie Nikki, l'experte en informatique, ils accomplissent nombre de missions pour la sauvegarde du pays. Seulement, Nikki va se faire tuer lors d'une des missions visant à récupérer une arme bactériologique. 3 mois plus tard, il est temps de songer à reformer une équipe pour barrer la route aux terroristes, toujours en possession du virus. MacGyver, vous voulez me faire croire que ça, c'est MacGyver? Cette espèce de blondinet random, un poil plus débrouillard que la moyenne. Bon, oubliez le prof de techno sympa. À la place, vous avez un espèce de sous-James Bond qui va utiliser des trucs déjà vus 50 fois dans d'autres séries ou d'autres films, ou même dans la série d'origine, par hommage, je sais pas, mais ça tombe complètement à plat parce que forcément la technologie, elle a évolué. Et d'ailleurs, c'est rempli de techno-bullshit, ça se tient pas debout à un seul moment. Mais bon, on va se concentrer un petit peu sur les personnages. Vous vous souvenez de Jack Dalton, le chauffeur de taxi sympa, un peu avare, un peu ronchon. À la place, on va avoir ça. Un espèce de truc bodybuildé qui va réfléchir avec ses poings plutôt que son cerveau, uniquement là pour assurer les arrières de bac. Pete Thornton, ils en ont fait Patricia Thornton. En soi, ça me dérange pas. Quand tu fais un reboot ou un remake, il faut bien actualiser ton concept, histoire de coller un peu plus à l'air du temps. Mais pour ceux qui vont persévérer et aller jusqu'à l'épisode 12. Car oui, bon, cette série-là, je la regarde en entier, je sais pas, par masochisme. Bref. Arrivé à l'épisode 12, ils vont complètement détruire son personnage. Mais j'avais l'impression de le retrouver face à Mission Impossible 1. Ouais, ce machin-là. Bref. Ça aurait pu être un petit plaisir coupable, un petit truc sympa qu'on regarde pour se vider la tête, si c'était pas autant torché avec licence d'origine. Une première version du pilote avait été refusée, celle-là je l'aurais également mis à la poubelle. Et ça a été renouvelé pour une saison 2. Dans la catégorie sitcom et humour, sont nos minables, toujours par ordre chronologique. Uncle Buck, pour le tonton rock'n'roll qui veut pervertir des gamins de bonne famille. Man with a Plan, pour putain, Mac Leblanc, tu sors d'en prendre. Et Crashing pour Master of None ça marche, alors on va essayer de faire pareil. Et le gagnant est Man with a Plan. Après 13 ans à avoir été mère au foyer, Andy décide de reprendre son ancien travail en tant qu'assistante médicale. C'est maintenant au tour de son époux, Adam, de s'occuper de la maison et surtout de leurs 3 enfants. Mais la tâche va s'avérer plus ardue que prévu. Bon, pour l'épisode en lui-même, c'est le problème de toutes les sitcoms actuelles. C'est du fait et refait, du vu et revu, une énième ressucée des sitcoms des années 90, jusque dans le détail des décors. Enfin, on a l'impression que les scénaristes sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en production de sitcom familiale. Du coup, il y a juste le petit pitch de départ qui change. Donc, 2 possibilités. Soit ils ont vraiment plus d'idées et donc ils recyclent ce qui a déjà été fait, soit ils se disent tant que ça marche, on va refaire la même merde, on va réchauffer le truc et puis on va voir si ça passe. Et au bout d'un moment, ça passe plus. Mais ce qui me gêne surtout
dans ce pilote, c'est Matt Leblanc. Enfin, mec, tu sors de Épisode, une très bonne série où tu as un regard critique sur tes choix de carrière et sur la production sérielle actuelle. T'as connu le succès avec Friends, ensuite tu as commis Joey, l'espèce de spin-off dégueulasse. Et maintenant, Man with a Plan, sérieux, à quel moment de ta vie d'acteur tu te dis que c'est une bonne idée d'enchaîner Épisode avec ça? On a l'impression d'être face à un alcoolique qui replonge dans ses travers. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis ça a été renouvelé pour une saison 2. Dans la catégorie dessin animé, les nominables sont Legend of Chamberlain High, pour l'humour pipi caca et la vulgarité non justifiée. Pacific Heat, pour le niveau de l'humour, et quand je parle de niveau, il y a vraiment du niveau. Et les légendaires, pour la pire introduction possible à un univers en mode démerde-toi. Et le gagnant est Pacific Heat. Gold Coast est un paradis ensoleillé avec ses plages de sable fin et ses surfeurs, mais cette dernière détient aussi le plus haut taux de criminalité du pays. Une unité spéciale d'infiltration, connue sous le nom de Pacific Heat, créée par les autorités de la police, lutte contre tous ces criminels, des petits escrocs aux cartels internationaux de la drogue. Peu conventionnels, sans compromis et avec un taux incomparable d'arrestation, ces policiers n'ont pas peur de contourner la loi. Comme vous avez pu le voir dans le petit extrait de présentation avec le résumé, l'animation et le graphisme des personnages sont dégueulasses au possible. Enfin, c'est pas parce qu'on fait un dessin animé pour adultes qu'on a le droit d'économiser à ce niveau-là. Les grandes personnes, elles aussi, ont le droit à avoir de beaux dessins animés, bien animés. Quant à l'humour, on va en parler vite fait de l'humour, mais c'est daté, cliché, sexiste, voire, enfin non, pourquoi je dis voire, carrément raciste, sans que ça justifie, sans que ce soit rigolo à la South Park, avec un message derrière. Non, c'est purement gratuit. Même Michel Leb était plus drôle que ça. Enfin, le niveau, c'est bonjour, je suis le méchant, j'ai un accent rigolo et plein de clichés avec moi. Vous pensez pouvoir échapper à cette série parce que c'est un dessin animé un peu confidentiel australien, mais pas de bol. C'est sur Netflix. Pour le moment, le sort de la série reste encore à déterminer. Croisons les doigts. Dans la série fiction francophone, car en France aussi on fait de la merde, toi-même tu sais. Les nominables sont Les Beaux Malaises, pour le malaise, justement. Guyane, pour la série qui mise plus sur ses décors que son scénario. Et Louise, pour une bonne intention de départ, autour d'un personnage transgenre, mais ruiné par du cliché, encore du cliché, toujours du cliché. Et the winner is, le gagnant est, Les Beaux Malaises. Franck Dubosc a beau être une célébrité, il n'en reste pas moins une personne normale, avec ses amis, sa famille et ses petits problèmes du quotidien. Du malaise, encore du malaise, toujours du malaise. La réalisation est telle que chaque tentative de blague éculée, tirée de mauvais sketchs de l'acteur, tombe complètement à plat. Franck Dubosc fait ce qu'il peut pour nous dérider, mais d'ailleurs, Franck Dubosc, quel intérêt à ce que Franck Dubosc joue le rôle de Franck Dubosc? À part le premier épisode tournant un peu autour de sa célébrité, avec interview, rencontre avec les fans, gens qu'elle reconnaît dans la rue, ça n'a absolument aucun intérêt. L'humour est à un niveau, pour vous donner un exemple, oh là là, on me reconnaît dans le supermarché avec du PQ sous mon bras. Oups, le malaise. Pour vous dire, le moment le plus drôle de la série, c'est quand sa fille, après avoir vu un de ses sketchs, lui dit « Papa, t'es pas drôle ». C'est tiré d'une bonne série québécoise. Pourquoi ne pas nous avoir diffusé l'original? C'est ça? C'est l'accent canadien que vous aimez pas? Ça fait chier la ménagère? Enfin bref. Selon les dires de l'acteur, en avril dernier dans l'émission C'est dans l'air, il aurait déjà reçu les scripts de la saison 2. À suivre donc. Dans la catégorie les séries en lesquelles même les chaînes ne croyaient pas, les nominables sont Powerless, dont le pitch a été remanié 50 fois par les producteurs
et non par les scénaristes, suspendu après 9 épisodes. Time After Time, pour les concepts le plus chelou de voyage dans le temps qui m'a été donné de voir, annulé après 5 épisodes. Imaginary Mary, pour cette vision d'horreur d'une quadra faisant le twerk avec son ami imaginaire. Réduite de 13 à 9 épisodes. Et le gagnant est Time After Time. Afin de préparer un futur roman, H.G. Wells fabrique une machine à voyager dans le temps. Seulement, Jack l'Éventreur va utiliser la dite machine afin d'échapper à la police et se retrouver propulsé en 2017. À ses trousses, Wells va tout faire pour l'empêcher de perpétrer des meurtres dans notre présent et le ramener en 1893. Bon, seul truc qui sauve un petit peu l'ensemble, c'est le fait que ce sont pas eux qui aient eu cette idée de merde. C'est tiré d'un bouquin de Carl Alexander, lui-même déjà adapté une première fois en film en 1979. Parce que franchement, l'idée à la con, quoi. Jack l'Éventreur versus H.G. Wells. Dans le futur. Waouh. Après, les acteurs sont pas si mauvais que ça. Et même le rythme est bon. Mais l'histoire, quoi. L'histoire, la base. Rien. C'est vide. C'est plat. Tu te retrouves face à un espèce de patchwork de tout ce qui a déjà été fait dans le voyage dans le temps. C'est simple, hein, on peut s'amuser à compter les clichés, ils sont... Le méchant va s'adapter super rapidement au futur, en mode « Ouais, ça va, tout est normal, je suis là un siècle plus tard, c'est cool, limite, je serais né dans ces années-là, ça aurait été nickel pour moi, un temps parfait, allez, je retourne faire mes trucs de méchant, allez vous faire foutre. » Le héros, H.G. Wells, ça va forcément être un peu en décalage. Ah, le futur, waouh, ça a pas évolué comme je pensais. Forcément, il va flirter avec une nana dans le futur, et pour aider un peu les choses, ça va être la directrice d'une rétrospective sur H.G. Wells. Facile, quoi. Et puis, il y a une espèce de truc bizarre avec une fille de sa descendance qui vient du futur pour lui donner un coup de main avec une espèce d'organisation secrète montée autour d'elle, parce que quand il va la voir dans le présent, enfin un autre endroit où elle habitait dans le présent, elle le connaît absolument pas, et puis bon, ils font des tests d'ADN, enfin, c'est compliqué pour rien, et... bref, lâchez-nous avec le voyage dans le temps, ça fait 2 ans qu'on en bouffe à toutes les sauces, là c'est bon, on n'en peut plus, surtout si c'est pour nous sortir des merdes pareilles, complètement vides et sans intérêt. Stop, assez, par pitié. Au moins, point positif, annulé après 5 épisodes, on sait qu'on n'entendra plus jamais parler. Avant de passer à la pire série de la saison 2016-2017, car oui, vous en doutiez, je vais pas vous laisser comme ça, 5 catégories, on peut pas tout voir, on fait toujours pire. Voici quelques mentions honorables de séries qui auraient mérité de figurer dans ce classement, mais beaucoup trop de séries de merde cette année. Vraiment. Enfin, 270 pilotes visionnés quand même. Il a fallu faire un tri. Et vous étiez à ça d'être dedans. À ça. Un petit effort et... Ah, le caca. Anne. Parce que... Oui, cette série m'a donné envie de gifler une enfant. Star, parce que le pitch ressemble à une mauvaise blague. En mode, alors c'est l'histoire d'une alcoolique, d'une fille à papa et d'une pute qui veut devenir célèbre, et pour devenir célèbre, envoyer la pute se taper le producteur. Ah oui, puis elle veut devenir une star parce qu'elle appelle star. Voilà. Incorporated, parce que dans cette série, dans un monde divisé entre zone verte et zone rouge, les gentils monsieur de la zone verte en costard, propres sur eux, bien peignés, vont venir s'encanailler avec les punks en cuir et tatouages de la zone rouge. Bref, bienvenue dans le futur, tel qu'on le voyait dans les années 80.
Notorious parce que, pour vous faire un bref résumé du premier épisode, on a droit à un avocat charismatique et très people et une productrice de télépoubelle qui vont s'allier pour innocenter un pauvre petit millionnaire accusé de délit de fuite après avoir renversé un enfant. Et pour parvenir à leur fin, ils vont prendre tout l'entourage du millionnaire et le balancer sous les feux des projecteurs pour leur répandre de la merde dessus, refaire remonter les vieux dossiers, tout ça pour faire grimper l'audimat. Excusez-moi. Je vais vomir et je reviens. Wasted. Parce qu'en gros, le pitch de la série, c'est la campagne, c'est chiant. Et comme on s'emmerde, prenons de la drogue. Partons à la recherche d'un légendaire sachet d'ecstasy enterré dans un champ depuis les années 90. Quelle bonne idée! Et franchement, à moins d'être défoncé soi-même, c'est chiant. Famous in Love parce que dans cette espèce d'adaptation transposée dans le monde du cinéma de Twilight, ah oui, Twilight, mais Twilight à fond, et totalement assumé, puisque notre héroïne est une actrice débutante qui a passé un casting pour l'adaptation d'une série littéraire à succès. Je me demande bien ce que ça peut être. À moins que 50 nuances degrés. Enfin bref, on a droit à un triangle amoureux classique. Le bel Adonis, le rebelle, tout de noir vêtu, et la débutante un peu candide. Mais les personnages sont tellement vides et creux qu'on ne ressent rien pour eux. Aucune empathie. C'est le genre de série où tu les regardes et tu as tellement peu d'émotions que tu as l'impression d'être mort de l'intérieur. Et voici le moment que vous attendez tous. La pire série de 2016-2017. La lutte a été dure, acharnée, mais les voici enfin. Les 3 nominables sont Van Helsing pour Va te faire foutre Bram Stoker, Emerald City pour non, mélanger Game of Thrones et Magicien d'Oz, ce ne sera jamais une bonne idée. Et The Deleted, série de la plateforme Fullscreen qui aurait plus eu sa place sur YouPorn. Bref, voici enfin la cerise pourrie sur le gâteau au caca, la palme, que dis-je, l'Oscar. Enfin non, c'est pour les séries, c'est plus les Grammy. Enfin non, là en fait c'est plus les Razzies. Enfin bref, la pire série de la saison 2016-2017 revient à Van Helsing. Nous sommes en 2019. Le monde fait face à une invasion vampire. Axel Miller a pour mission de protéger une scientifique qui était transformée, ainsi qu'une jeune femme dans le coma. Peu après qu'il ait accepté de donner refuge à des survivants, son building va subir une attaque. Et c'est le moment que va choisir Vanessa, la jeune femme, pour se réveiller. Après le succès de Winona Earp et de Z Nation, FX a décidé de rassembler deux séries bien mélangées pour nous sortir une héroïne forte, prête à péter la gueule au surnaturel. Au final, on a juste un espèce de mauvais mélange entre The Walking Dead et juste une légende. Le film, hein, pas le livre. Toi, je t'aime. Bref, passons. On a droit à un huis clos qui ne sert absolument à rien, des personnages stéréotypés au possible, vous imaginez même pas le bon militaire bourrin et son meilleur ami le traître. Les autres, au final, on en a rien à foutre, c'est des figurants aussi vite vus, aussi vite oubliés. L'héroïne passe la moitié de l'épisode à dormir, et quand elle se réveille, on préférait qu'elle se rendorme au final, vu le jeu d'acteurs catastrophique. Ah, et les effets spéciaux. Bon, si vous aimez le sang, vous allez être servi. Parce que on n'a pas de budget chez Sci-Fi, mais on a bien bossé. Donc on va travailler un effet spécial. Le sang. Ça gicle à 10 mètres avec des effets dégueulasses, il y en a partout. Pourquoi faire 5 quand on peut faire beaucoup? Et puis bon, si on devait résumer, le jeu des acteurs est nul, l'intrigue est nulle, les bastons sont nuls, le cliffhanger final de fin d'épisode est nul. Et puis, ne cherchez pas un rapport avec Bram Stoker. Dracula, on l'emmerde, il y a juste 2-3 vampires qui se baladent et l'héroïne qui s'appelle Vanessa Van Helsing. Pourquoi?
Ben, c'est son nom. Au final, on en a rien à foutre. Si, c'est peut-être une descendante d'une incarnation, j'en sais rien, on s'en tape. À la limite, il y a son sang qui peut guérir du vampirisme. Vous êtes sérieux, les gars, quoi? Vous êtes péché une connerie pareille. Enfin, bref. Est-ce que notre merde a été renouvelée? Quoi? Je me pars. Bonjour chez vous.